Il y a une phrase qui m'a vraiment fait du bien un jour, c'est de comprendre que quand tu as un échec et que tu te prends comme une porte qui se referme dans le nez, c'est juste qu'elle te remet sur ton chemin. Et je pense vraiment que mon chemin, c'était l'écriture depuis, en tout cas la création et cette forme de liberté. Et au départ, j'ai pas osé me lancer. J'aurais pu faire des études littéraires, mais c'est vrai qu'à l'époque, on entendait surtout que tu allais finir chômeuse si tu faisais des études littéraires. Ça semblait pas sécurisant. Non, et moi, je venais d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et j'ai lu une phrase de Maïr Guven dans son dernier livre qui s'appelle Rien de personnel. Il disait « Mais quand on est pauvre, on fait pas littéraire, on fait économique et social ». Et cette phrase, elle m'a fait un coup. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Femmes de défi. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre et je suis ravie de vous retrouver dans cette 4e saison de Femmes de défi, le podcast pour cultiver l'audace. Tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir des femmes leaders dans leur domaine. Elles viendront me parler de leurs obstacles, de leur capacité à rebondir, de leurs plus grandes réussites aussi, toujours avec pugnacité, talent et modestie. Et dans un second temps, nous évoquerons un sujet de société. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurélie Vallogne, écrivaine de renom. S'il lui a fallu de nombreuses années et de nombreux ouvrages pour entendre le bruit du succès, elle peut désormais se dire que non, sa place, elle ne l'a pas volée et que oui, elle est désormais un phénomène littéraire français. 5 millions de livres vendus, un chiffre vertigineux qui reflète son audace, celle d'avoir cassé les codes littéraires de son époque, des récits humoristiques qui se sont transformés en récits plus personnels. Aujourd'hui, c'est la sororité qu'elle défend. En mai prochain, elle lancera la Maison des écrivaines dans l'ancienne demeure de Jane Birkin en Bretagne. On en parlera. C'est parti, saison 4, épisode 7. Bonjour Aurélie Vallogne. Bonjour Léa. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous recevoir. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quel a été le plus grand défi au cours de votre carrière à ce jour ? Je dirais que le plus grand défi, ça a été de faire de la place à l'écriture quand j'ai commencé à écrire. Parce que moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait d'études littéraires. J'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait 13 ans de marketing, notamment à Genève, à Paris et ensuite à Milan. Et j'ai commencé à écrire quand je me suis installée en Italie. J'avais tous les jours des cours d'italien l'après-midi et le matin, donc j'ai commencé à écrire. Pour moi, c'était la seule fenêtre possible dans ma vie pour réaliser mon rêve de petite fille. Je me disais sinon, la prochaine fenêtre, ça sera à la retraite et c'est beaucoup trop loin. Et donc là, j'ai commencé à faire une petite place à l'écriture, mais après, j'ai retrouvé un travail et pendant 3 ans, j'ai eu donc un poste de directrice marketing, un deuxième bébé et l'écriture d'un livre par an en parallèle de mon travail avec plein de voyages à l'étranger. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple au point que mes collègues me disaient « Ah, il est génial ton régime, qu'est-ce que t'as fait ?» Et je faisais pas de régime, en fait, c'est juste que je ne mangeais plus, je ne dormais plus et je crois que mon corps a fini par lâcher. Et un jour, je ne pouvais plus tenir, en fait. Je me rendais compte que c'était pas complètement viable de passer des journées entières dans des réunions pour essayer de vendre des produits, des espèces de bonbons que même moi, je voulais pas donner à mes enfants. Et je passais ma journée de 9h du matin jusqu'à 20h. Et je validais une couverture pour un de mes livres entre 2 portes de réunion pendant 5 secondes. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. En fait, j'ai la chance d'avoir mon nom qui est écrit, mon vrai nom sur les livres. C'est peut-être là que je dois donner la priorité. Donc ça a été pour moi une espèce presque d'aveu de faiblesse, d'échec, de pas être la superwoman qui arrive à tout gérer, à tout faire. C'est vrai que mon objectif à moi était d'arriver le plus haut possible dans l'entreprise. C'était un prof de SES qui m'avait dit que c'était pas possible quand on a des parents qui sont employés de mairie et ouvriers qualifiés qu'on termine pas là-haut. Et donc, je m'étais dit, directrice marketing, c'est super, je suis déjà au comité de direction, mais peut-être qu'encore l'étape d'après, directrice générale, ça serait pas mal. Et au final, je me suis rendu compte que, 1, mon corps disait stop, que 2, il y avait une belle vie qui m'attendait avec les livres, et je l'ai pas tout de suite identifié. Et ça fait peur de sauter dans le vide et de démissionner. Et le jour où j'ai démissionné, j'étais vraiment physiquement malade, j'ai cru que j'allais... Oui, c'était un burn-out presque, à la fois le physique, corps fatigué, psychique. Et puis de se sentir pas vraiment à sa place, de se sentir pleine de doutes dans ce que je faisais au travail alors que j'aurais pas dû. Enfin, d'un seul coup, on se remet vraiment à
a pu être celle qu'on était. Justement, elle est intéressante, cette période charnière de votre vie professionnelle, notamment, même si elle est toujours entremêlée d'aspects personnels, forcément. Alors, le premier, c'est d'abord, quand vous décidez de quitter votre job en France pour suivre votre mari, du coup, avant de pouvoir retrouver aussi à votre tour un emploi en Italie, qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas, en fait? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'expatriation représente un vrai défi, voire des risques, en fait, pour les femmes, risques à la fois professionnels, financiers, au cas où tout ne se passe pas comme prévu une fois sur place. Vous, qu'est-ce qui vous a déjà donné le courage de passer cette étape? En fait, on s'est rencontrés en école de commerce. Il avait 1 an de plus que moi et mécaniquement, il a la promotion avant moi. Donc, quand il a la promotion et que, en gros, j'ai été casse-pied parce que les pays dans lesquels je voulais bien aller, je les avais mis sur un post-it. Il devait y en avoir 3. Même moi, je me souviens pas du 3e. J'avais dû mettre Italie, Angleterre et quelque chose d'autre. Et qu'on lui propose l'Italie, je peux pas dire non. Et d'un autre côté, je sais que moi, j'étais chez Procter & Gamble, qu'il y a des fameuses listes pour être promu, que chaque année, je m'y approchais et que ça allait bientôt être mon tour. Et qu'en fait, à ce moment-là, c'est le moment de complètement démissionner parce que Procter était à Rome et de sauter dans le vide et de se dire, on repart de zéro, même si le CV, il est très bien. Qu'est-ce qui me prouve que je vais retrouver un travail? Je parle pas italien. Enfin, mon mari ne parlait pas non plus. Et donc, oui, ça a été franchement pas une période très simple. J'avais accouché 1 an avant de mon premier enfant. En sortant de ce congé mat, je l'ai pas bien vécu non plus. Donc moi, je pense que j'ai un peu la personnalité bonne élève qui est un peu contrôlée ou qui, en tout cas, j'aime me sentir bien. Je suis un peu épicurienne aussi. Et cette naissance-là n'était pas si simple. Et vraiment, j'attendais qu'une chose, c'était de reprendre mon travail. D'avoir les 2 mois et demi écoulés au jour près, j'étais devant l'entreprise, c'était sauvez-moi. Je pensais que j'étais prête, mais non, en fait, oui, je l'aime cet enfant, mais changer des couches et des biberons, moi, j'ai besoin que le cerveau réfléchisse, j'ai besoin de me sentir utile, pas juste dans le cercle familial. Et donc déjà là, je commençais à sentir que le travail était important pour moi, mais avec un premier enfant, on sent bien que la direction, on la maîtrise de moins en moins, même notamment pour sa carrière. Et donc quand mon mari a été muté derrière, je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai pas tellement le choix. On est mariés, on vient d'avoir un enfant. Je vais pas faire du coworking ou je ne sais quoi, moi à Paris, lui là-bas. C'était pas le projet de famille. Donc, et l'Italie, c'est quand même une super expatriation. Donc, c'était vraiment sauter dans le vide aussi. Et effectivement, quand je suis arrivée en Italie, le moral n'était pas au plus beau. J'avais une cousine du même âge que moi qui faisait une récidive de cancer du sein. Et ça aussi, ça m'a de nouveau... on pensait tous que c'était bon et en fait non, et ça m'a remis des claques. Je faisais des cauchemars, je voyais ma tombe, c'était écrit Aurélie Valogne écrivain, enfin ça sortait de nulle part, j'avais jamais écrit de ma vie. Et je pense qu'à ce moment-là, vraiment, ça a été le rappel de, je savais qu'on n'avait qu'une vie, mais en fait, c'est quand la prochaine fois que j'ai du temps pour moi pour réaliser mon rêve de petite fille. Voilà, j'avais une espèce d'opportunité que j'ai transformée tout de suite en me disant c'est maintenant, j'écris pour moi, mais pour que le roman reste dans un tiroir, j'avais pas du tout prévu de... D'ailleurs, je l'ai jamais envoyé à des éditeurs, mais j'avais pas prévu de l'envoyer ni en faire quoi que ce soit. Mais juste me dire, si quelqu'un vient me chercher un jour en disant, mais t'as vu la Victa, tu fais que courir, t'as jamais réalisé ton rêve, je fais pardon, il est là mon rêve dans un tiroir. Et donc voilà. Donc c'est vrai que c'était pas si simple parce qu'effectivement, quand on s'est marié, moi j'ai voulu me marier en séparation des biens pour pouvoir toujours avoir cette ligne de je reste indépendante financièrement, je ne dépends pas de lui. Et quand mon mari donc a été muté, tout le monde nous a dit mais tu vois, l'entreprise peut cotiser pour toi pour ta retraite, tu n'as pas besoin de retravailler. Les autres femmes d'expat étaient là à dire mais tu n'as pas besoin de retravailler. Et moi je fais mais je me connais en fait. Moi je suis malheureuse si on m'empêche de travailler, de réfléchir, de me sentir utile. Et heureusement, j'ai eu la chance, mais vraiment là, c'est un hasard assez fou. Dans mon immeuble, j'avais une autre Française on était que deux Français. Et elle bossait, était directrice générale dans un grand groupe américain. Et elle cherchait quelqu'un. Et donc, ça s'est fait comme ça. J'ai passé les entretiens, elle s'en est pas mêlée, mais au moins, j'ai su qu'il y avait un poste. Et c'est comme ça qu'après, je suis devenue directrice marketing aussi. Donc, oui, puis c'est vrai que les compétences, en plus, sur le marché du travail évoluent vite. Donc, on peut vite perdre, en fait, son employabilité si on s'expatrie trop longtemps sans, entre guillemets, rien faire, puisqu'on le sait, les femmes ne font pas rien pendant ces moments-là. Elles font aussi du bénévolat, elles s'occupent de leur vie de famille, vous le disiez. Mais voilà, c'est pas forcément après très simple de se réinsérer professionnellement. Et du coup, juste aussi, peut-être deuxième point pendant cette période charnière, c'est donc cette gestion finalement entre plein d'activités à la fois. Donc avant que ce soit vraiment trop difficile à porter et que vous vous lanciez pleinement dans votre carrière d'écrivaine, comment est-ce que vous avez jonglé entre tout ça à peu près sainement, j'ai envie de dire? Alors en étant quand même très alignée, en écoutant mes besoins et en essayant d'avoir le moins de culpabilité possible.
Je dis ça avec 12 ans de recul. Évidemment que sur le moment, je me suis trouvée être une très, très mauvaise mère. Aujourd'hui, je dis que je suis un très bon parent, mais en tous les cas, la mère parfaite, je sais pas faire. Et donc, effectivement, donc c'est mon mari qui emmenait les enfants le matin à l'école et moi qui les récupérais le soir, mais pas à l'école. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir une baby-sitter qui s'en occupait à 16h30 et qui s'occupait d'eux jusqu'à 19h30. Et moi, je rentrais dès que je pouvais et mon mari rentrait encore plus tard que moi. Donc, moi, j'avais effectivement mon travail je sais pas, de 8h à 19h. Ensuite, je prenais le métro. Dans le métro, je réfléchissais notamment à mon roman. Donc, j'avais un petit carnet où je notais mes idées le matin et le soir. Et puis ensuite, pour l'écriture en elle-même du roman de l'année, je posais 2 semaines de congé sans solde au mois d'août. C'était le seul moment où l'entreprise acceptait en gros des vacances. Ouais. Donc du 15 août à peu près au 2 septembre. Et là, je restais, je m'enfermais et je faisais sans la famille à ne faire qu'écrire, écrire, écrire. Je sortais un premier jet que j'avais déjà, sur lequel j'avais déjà réfléchi avant en faisant un plan. Enfin, j'avais vraiment un plan en même temps Excel. Hein. Donc toutes mes compétences, vous aviez une méthodologie rigoureuse en fait, finalement, oui, pour ne pas avoir déjà peur de la page acquise. blanche et me dire qu'au jour 1 de cette dizaine de jours pour écrire, je ne peux pas être là, lever le nez et dire sur quoi j'écris. Il fallait absolument que je sois béton, carré. Et donc voilà, donc au bout je me laissais pas le choix non plus. 2 semaines pour écrire un roman, c'est quand même très court. Mais je savais que si je voulais être là pour la rentrée scolaire de mes fils, il fallait absolument que j'ai fini le roman. Et ensuite, je retravaillais quelques week-ends et quelques vacances scolaires. Et donc, c'est vrai que le 2e et le 3e roman, ils ont été écrits en ayant un travail à côté. Et forcément, il y a une énergie qu'on met pas quelque part. Et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Mais j'ai fait peut-être 200% alors que mon corps aurait peut-être eu envie d'un rythme un peu plus léger. Et oui. Et du coup, justement, au-delà de cette fatigue, et puis vous disiez que vous commenciez à avoir des doutes, peut-être un peu d'ennui dans votre travail, où est-ce que vous avez vraiment trouvé le courage de vous dire, de prendre la décision de maintenant j'arrête avec ma première vie professionnelle, donc dans le marketing, et vraiment je me lance pleinement et je me donne toutes les chances de continuer à exceller dans ma carrière d'écrivaine? Pour moi, encore une fois, c'est le corps qui a dû parler, hein. C'est pas tellement le cerveau. C'est que je me suis rendu compte que j'étais malheureuse, que ce travail que j'avais attendu longtemps de directrice marketing, en fait, il me rendait pas du tout joyeuse. Même j'avais la chance d'avoir une équipe en dessous moi et il y a une de mes seniors qui était venue me voir en me disant mais t'étais vachement plus combative et à nos côtés quand t'étais au même niveau et maintenant que tu fais partie de l'équipe dirigeante, t'es passé chez l'ennemi en gros. Et c'est vrai que mon travail c'était d'aligner des stratégies qui parfois arrivaient aussi du niveau européen. Et j'étais beaucoup moins un peu le pitbull qui disait quand ça n'allait pas. Et même moi, ce rôle-là m'allait pas trop. J'avais l'impression d'être presque une marionnette. Et mon chef qui aimait pas trop son travail de DG, il aimait bien faire le mien. Donc je dis, mais en fait, je serais pas là. Que ça se trouve, tous les Italiens préféreraient largement et se sentiraient mieux entre eux. Et mine de rien, j'ai aussi ressenti pas mal de misogynie. Enfin, je dirais pas grand monde pour me tendre la main, plutôt pour me savonner la planche. Et c'est vrai que j'étais la Française qui a fait juste 2 ans. Au bout de 2 ans, elle a la promotion directrice marketing que tout le monde attend. Ça suscite quelques jalousies. Donc vraiment, j'ai senti que ils seraient tous contents si je partais et que moi, d'un seul coup, je récupérerais ma vie et j'irais. Et franchement, l'année où j'ai démissionné, ça a été l'année de toute ma vie qui m'a semblé la plus longue. Tellement j'ai retrouvé le rythme, le temps, comme quand on est en CP et que l'année scolaire, on a l'impression qu'elle dure 10 ans. Voilà, c'était fou et vraiment, c'est le roman que j'ai écrit avec le plus de sérénité. Voilà, le petit bonheur, la chance, il était fini, je pense, en novembre. En décembre, les commerciaux le lisaient, ça m'est plus jamais arrivé depuis. Non, c'était nécessaire en tous les cas. Et alors, depuis votre premier livre, Mémé dans les orties, en 2015, plus de 10 livres ont été publiés, traduits dans 15 langues à travers le monde, soit 5 millions de ventes, des chiffres vertigineux. En mars dernier, vous en avez sorti un nouveau aux éditions J.C. Lattès, L'émerveillement, une histoire entre une mère et sa fille. Qu'avez-vous ressenti avant cette sortie en librairie? Est-ce la même appréhension, à chaque fois la même que pour le premier? Alors même pas par rapport au premier, parce que le premier, j'avais vraiment aucune attente, j'avais rien. En fait, déjà, le premier, je l'ai auto-édité. Donc, il se trouve que j'ai retrouvé un travail le 1er juin 2014 et je me suis rendu compte que j'avais rien fait du roman que j'avais écrit, mais tout le mois de juillet. Et en fait, je me suis dit, oh là là, il faut peut-être que j'en fasse quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis auto-édité donc c'était au mois de juillet, vers le 15 juillet, et en prenant des vacances. Et puis, ça a fini par marcher. Et puis, il est rentré dans le top 10, top 20. Et c'est là que ça s'est vraiment emballé. Et ensuite, les éditeurs sont venus me chercher. Et là, entre guillemets, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un bon lancement et j'attendais rien de particulier. C'est juste que quand tu vois que tu en vends 24 000 toute seule,
quand l'éditeur arrive et qu'il a accès à toutes les librairies, tu te dis qu'il va faire à peu près aussi bien. Donc la première année, on m'a dit que j'en avais vendu 10 000. Et moi, j'étais là à dire 10 000. C'est difficile à quantifier, peut-être. Ça moins bien pas par rapport à quoi, finalement. Et en fait, on m'a dit, non, mais 10 000 pour un premier roman, c'est super. Souvent, c'est 2 000. Donc voilà. Donc franchement, c'était plutôt très bien. Donc pas d'attente pour le premier. Et là, le 12e, en fait, évidemment, il y a une effervescence, il y a une espèce d'impatience, notamment quand on rend son texte. Moi, je le rends très tard, je le rends en janvier. Enfin, il part à l'impression en janvier. Et entre donc fin janvier et février et le moment de la sortie, toujours une phase un peu de déprime parce que je peux plus rien faire sur rien. Je sais que j'ai donné le maximum, que j'ai aucun mot que j'enlèverais, que c'était l'histoire que je devais écrire, que je suis allée au bout de moi-même. Donc le contrat avec moi-même, il est vraiment... Enfin voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai aucun regret. Je fais toujours le meilleur de ce que je peux, mais je ne sais pas quel peut être l'accueil, si c'est peut-être pas la rencontre ou le sujet que les lecteurs voudront lire ou pas. Ça, je maîtrise pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis là, j'ai gardé ma sensibilité, mon identité, mon unicité aussi, je pense. Et je propose. Et après, les lecteurs sont au rendez-vous ou pas. Et j'ai appris à faire un travail aussi sur un chiffre de vente te définira jamais. C'est pas parce que je dis n'importe quoi que le premier c'est plus vendu que c'est mon meilleur, ou que c'est même le meilleur pour les lecteurs et les lectrices. Donc vraiment de savoir faire la différence entre ce qui va se passer en termes de vente et potentiellement un bouche à oreille de fou, ou des gens, par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Lignée, qui parle, c'est 2 écrivaines de 2 générations différentes qui se donnent des conseils. Il y a vraiment une belle sororité entre elles. Et celui-ci, je savais que je l'ai écrit pour les 10 ans d'écriture, et je savais que celui-ci était un peu particulier et que tout le monde n'aurait pas forcément envie de lire un livre sur l'écriture. Mais quand je vois arriver en dédicace soit des femmes, soit des hommes qui le serrent vraiment serré contre eux en disant « mais c'est ma bouée de sauvetage, aujourd'hui je peux pas écrire sans, merci, j'ai l'impression que vous êtes ma Madeleine à moi, qui me tendait la main quand je doute », et je me dis « bah voilà, j'ai écrit pour ça ». Donc c'est vrai que maintenant j'ai un grand lâcher-prise et j'ai bien conscience que mes livres ne définissent pas ma valeur et que je peux avoir une valeur propre même en dehors de ce que j'écris. Et alors, une fois après qu'un livre est sorti, forcément ça s'accompagne d'une promotion intense un peu partout en France. Est-ce que c'est un exercice que vous appréciez, d'ailleurs l'exercice qu'on est en train de faire actuellement, en sachant que c'est complètement différent de votre quotidien habituel d'écriture, ou au contraire il faut se mettre dans sa bulle, être au calme, partir un peu dans l'univers de l'imagination et de la créativité? Alors déjà, c'est un exercice que j'adore. Moi, ma belle-mère, chaque année, elle me demande « mais pourquoi tu fais toute cette tournée? Pourquoi tu t'infliges tout ça? T'es pas à la maison, t'es aux 4 coins. Là, demain, je suis à Uzès. C'est quand même pas juste à côté de la Bretagne où j'habite. » Et en fait, c'est ma récompense. C'est quand on s'enferme 6 mois à se faire des nœuds au cerveau, à penser aux lecteurs en disant « bon, comment je peux les surprendre, comment je peux les toucher ?» et qu'on fait le pari de l'émotion. En fait, moi, j'ai besoin de vérifier dans les yeux des lecteurs et des lectrices qui viennent à ma rencontre que je les ai pas déçus l'année dernière et je repars toujours avec cette phrase. Ils me disent « surtout, vous arrêtez jamais d'écrire ». Et là, je fais « youpi !» Donc, en fait, c'est vraiment ma récompense. D'ailleurs, tous les auteurs n'aiment pas ça. Il y en a qui font pas de... Je connais une autrice en Bretagne qui, elle, m'avait dit « ah non, moi, c'est trop fatigant, puis je suis pas sûre d'aimer. Du coup, je le fais que pour 1 livre sur 2. » Et moi, j'étais là à dire « mais comment tu choisis? Quel est ton livre ?» Enfin, moi, je les aime tous. Dès qu'ils sortent, j'ai besoin d'aller les défendre, d'aller les présenter, d'en parler. J'ai toujours mis un peu comme des secrets dans chaque livre, donc j'aime bien pouvoir le dévoiler dans les rencontres. Donc non, moi, c'est vraiment un vrai plaisir. Et je me rends compte que moi, quand j'avais genre 17 ans, j'ai hésité entre plein de métiers, entre actrice, entre chanteuse, entre styliste, entre décoratrice d'intérieur, écrivaine, journaliste, ou publicitaire, celle qui crée des concepts. Et en fait, le truc qui m'attire depuis toujours, c'est même la scène. J'aime l'idée de m'exprimer, mais en fait, je suis assez pudique et timide, donc mon corps sait pas exactement faire. Donc là, ça nous va très bien. Enfin, voilà, d'être caché un peu avec un micro, mais je pense que c'est quand même des compétences. La timidité, je l'avais petite et au fur et à mesure, moi, je me souviens, j'avais un ami, c'est complètement stupide comme anecdote, mais on était en prépa et un jour, je lui dis, mais moi, je suis timide, et il me dit, ça sert à rien d'être timide, arrête. Il dit, c'est tout seul, on se met des bâtons dans les roues. Et là, je me fais, mais ouais. Et en fait, c'est parce que j'ai une peau qui rougit naturellement. Et donc, à un moment donné, je me disais, oui, mais donc, plus on te dit, ah, tu rougis, plus on rougit. Et en fait, je me suis rendu compte que je rougissais aussi parce que je suis passionnée. Et quand t'es animée, que t'as tout le corps qui bouge, on écoute ce que tu racontes et on s'en fiche de savoir si effectivement t'as peut-être plus chaud ou pas. Et après, vous parliez donc de partage, de transmission. Alors justement, vous lancez un nouveau défi tout aussi audacieux. En mai prochain, la Maison des Écrivaines va ouvrir ses portes pour une première session, donc dans l'ancienne maison de Jane Birkin, pour la petite anecdote en Bretagne. L'idée, créer de l'espace et du temps à des femmes qui en manquent souvent, tout en les accompagnant dans leur processus d'écriture, en leur partageant, voilà, votre expérience forcément,
Pour quelles raisons c'était une nécessité, peut-être à ce moment-là, vous, de votre carrière, d'être dans ce partage, cette transmission dont on vient de parler? Pour plusieurs raisons, je dirais que la première, bon déjà le mot transmission, c'est, je pense qu'il est tatoué au fond de moi quelque part. J'ai jamais pensé à être prof parce que j'ai zéro patience, mais quand même cette transmission de, je sais pas, le partage, ça fait partie de mes valeurs. Dans tous mes romans, on retrouvera toujours de la transmission, du premier jusqu'à celui-ci aussi. Souvent intergénérationnel, souvent du plus petit vers l'adulte, parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mmh. Déjà pour les 10 ans, donc ce que je disais tout à l'heure, j'avais écrit La Lignée qui pour moi était de faire le bilan de tout ce que j'ai appris sur l'écriture, sur le monde de l'édition, pour équiper des jeunes écrivains ou écrivaines qui aimeraient se lancer. Et donc c'était déjà un premier pas, donc ce roman-là, pour ouvrir la porte du monde de l'écriture. J'avais aussi donné une masterclass, donc ça fait plus de 5 ans qu'elle existait, avec des vidéos où je racontais comment justement on se met en branle pour rendre sa vie très carrée et faire de la place à l'écriture, comment concrètement on construit des phrases, comment on fait en sorte de faire des personnages très attachants. Donc ça, j'avais commencé cette partie-là aussi, que je vais reprendre et continuer. Mais j'avais jamais réfléchi à ouvrir une maison des écrivaines, à avoir des ateliers d'écriture ou d'accueillir des gens. Il se trouve que là, ça a été vraiment une rencontre où je cherchais une cabane pour écrire et avoir un vrai lieu à moi plutôt que d'aller chaque année m'enfermer dans une chambre d'hôtel à Paris pendant 10 jours pour écrire mon premier jet. Et je me suis dit, en fait, ce que j'aimerais, c'est une maison au bord de l'eau, dans une nature sauvage. Et j'avais vu le reportage sur Jane Birkin fait par sa fille Charlotte, et je m'étais dit, oh mon Dieu, quelle chance! C'est un truc comme ça que j'aimerais, mais en plus petit. Et quand, voilà, la seule fois de ma vie, un jour, je sais plus, au mois de mai 2024, je tape Finistère, maison, et je les trie pas particulièrement. Mais en fait, je sais quand même que j'aimerais bien une vue mer si possible. Donc, quand même, je trie par le prix le plus cher, j'avoue. Donc la cabane, en fait, il n'y a pas de cabane à ces prix-là. Enfin, qui ont une vue mer. Ils ont tout rasé pour refaire des grosses maisons. Et là, je tombe sur une maison qui d'un coup, fait battre mon cœur. Mais vraiment, je sens que mon cœur sort de la poitrine. Et je la reconnais, en fait. La photo, elle est prise de manière à ce qu'on la reconnaisse pas, mais moi, je reconnais le carrelage au sol. Voilà, c'est des petits détails. Je prends rendez-vous. Et au moment où je pénètre dans la maison, déjà, j'ai une forme d'évidence, adéquation. Je me sens bien. Enfin, c'était sûr déjà. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, tout le monde va me reprocher, va me dire, mais elle est 1000 fois trop grande pour toi. J'entends, mais elle sera pas trop grande si j'ai le bon projet. Et donc, dans la seconde, je me dis, ça sera la maison des écrivaines. Pourquoi aussi ce besoin? L'émerveillement parle de la fille que je n'ai pas eue. Et en fait, c'était pour moi, le dernier roman, c'était aussi faire le deuil de cette mère que je ne serai jamais, cette transmission que je ne pourrai jamais faire à ma fille. Et au final, je me rends compte que j'ai 2 garçons et je leur transmets exactement ce que je veux, et c'est plutôt en rapport avec la protection de la nature et des bonnes valeurs et le travail. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, donc cette transmission que je peux pas faire avec quelqu'un qui serait de mon sang, je vais le faire avec des plus jeunes que moi qui ont en gros à partir d'une vingtaine d'années et qui, en plus de pas être de ma famille, ont quand même 2 qualités géniales, c'est qu'elles aiment lire, elles aiment écrire et qu'elles sont passionnées. Et donc cette transmission, finalement, c'est finalement des filles que je n'ai pas eues, mais qui sont comme des petites sœurs. Qui peuvent se faire de différentes manières. Oui. Et alors justement, vous parliez du titre, l'émerveillement. Alors peut-être pour finir cette partie, j'aimerais lire si vous le voulez bien, un extrait de votre livre. Alors je vous cite: les échecs n'existent pas, ils sont les portes qui se referment devant toi pour mieux te remettre sur ton chemin, raté mais inlassablement recommencer, parce que ce n'est pas grave, rien n'est grave dans le fond, sauf la naissance et la mort. Entre les deux, il faut vivre, il y a urgence à s'émerveiller. Préserver l'émerveillement, c'est la plus grande forme de résistance, la plus belle arme. Fin de citation. C'est donc ça votre mantra aujourd'hui? Oui, mais en fait, il faut toute une vie pour se connaître, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Parfois, on n'a pas non plus d'entourage, des parents ou des amis qui se posent autant de questions que nous. Et j'ai vraiment, voilà, il y a une phrase qui m'a vraiment fait du bien un jour, c'est de comprendre que quand tu as un échec et que tu te prends comme une porte qui se referme dans le nez, c'est juste qu'elle te remet sur ton chemin. Et je pense vraiment que mon chemin, c'était l'écriture depuis, en tout cas la création et cette forme de liberté. Et au départ, j'ai pas osé me lancer. J'aurais pu faire des études littéraires, mais c'est vrai qu'à l'époque, on entendait surtout que t'allais finir chômeuse si tu faisais des études littéraires. Ça semblait pas sécurisant. Non, et moi, je venais d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et j'ai lu une phrase de Mahir Guven dans son dernier livre qui s'appelle Rien de personnel. Il disait: mais quand on est pauvre, on fait pas littéraire, on fait économique et social. Et cette phrase, elle m'a fait un coup parce qu'effectivement, ma mère, je l'ai toujours vue cocher les catalogues Lidl, vérifier avant de partir en vacances quelle semaine est la moins chère des deux, quelle ville a peut-être moins d'attrait touristique, mais comme ça, on peut se payer un peu plus de temps. Enfin, donc c'était des astuces, mais donc j'ai vécu avec ça et avec aussi un cerveau très bien fait pour l'école où j'allais pas prendre une voie
ou même moi, je voyais pas comment concrètement quelqu'un aurait envie de me donner de l'argent pour faire mon travail. Enfin, étudier des textes d'auteurs morts, je me dis comment je suis utile. Enfin, je voyais pas. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, j'ai trouvé effectivement ma place et il y avait pas tellement, j'avais pas de modèle d'écrivaine quand j'étais plus jeune, où me dire tiens, ça peut être un vrai métier. Aujourd'hui, grâce à l'auto-édition notamment, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent en vivre. Maintenant, le monde de l'édition classique, c'est quand même assez rare des auteurs qui vivent de leur plume, et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, notamment en jeunesse ou en BD, qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une réalité on travaille des heures et des heures, et parfois c'est pour vendre, je sais pas, 200 livres ou 2000, donc on vit pas avec ça. Maintenant, Aurélie Valognes, j'aimerais continuer de parler donc de votre projet, la Maison des Écrivaines, en faisant un petit pas de côté néanmoins et en répondant à cette question. La sororité dans le monde du travail, mythe ou réalité? Alors je vous pose la question parce qu'il était fréquent, jusqu'à très récemment en tout cas, d'entendre dans la sphère professionnelle « il n'y a rien de pire que les femmes entre elles » ou bien « le pire ennemi d'une femme, ce sont les femmes ». Cependant, depuis plusieurs années, notamment depuis la vague MeToo, la sororité semble s'être renforcée. En entreprise, programmes, coaching, mentorat se sont multipliés. Objectif, le partage et la transmission entre dirigeantes, managers, entre managers, managés. Lorraine Bastide, journaliste et autrice engagée, en parlait au journal Le Monde. On l'écoute. Je pense que c'est important de le politiser, ce mot, et de toujours garder à l'esprit que voilà, si on reste en sororité uniquement avec des femmes qui nous ressemblent, si en tant que femme blanche hétérosexuelle, on applique la sororité que à nos copines ou aux mamans qui sont à la sortie de l'école, on passe à côté du concept. Il faut aussi penser aux femmes qui ont des vécus différents, aux femmes des quartiers populaires, aux femmes handicapées. Enfin voilà, il faut essayer d'ouvrir son esprit et de se rendre compte que son vécu n'est pas un vécu universel. J'ai l'impression que la sororité, c'est un outil invisible. Je pense que il y a un énorme décalage entre ce qu'on voit dans les médias et ce qui se passe entre nous, entre femmes, entre féministes. En ce moment, on est vraiment en train de se donner beaucoup d'amour, beaucoup de force, de relayer nos travaux, de se relire, de se conseiller, de se donner des impulsions. Et pour moi, c'est un espèce de maillage qui est en train de se tisser et qui, à mon avis, va changer la donne dans les mois et les années à venir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Doit-on être solidaire avec toutes les femmes? Et est-ce que c'est justement une notion qui a évolué récemment? Oui, alors tout à fait. Et puis en plus, j'adore Lorraine Bastide. Enfin, voilà, c'est une penseuse qui est très éclairante, et ça fait longtemps que je l'écoute et que je la suis. Là, son dernier livre, Enfin seul, il est génial. Donc oui, déjà, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez auparavant, qui était sur le fait que, à une époque, on disait que le pire pour une femme, ça pouvait être une femme. Que effectivement, ça, tant qu'on fait pas trop de mal et qu'on fait bien notre travail, on peut être la schtroumpfette, la fameuse. Comme moi, quand j'étais en Italie, j'étais une des rares femmes de ce comité de direction, et ça passe parce que compétente, parce que des nouvelles idées, etc. Mais c'est vrai que parfois, dans certains milieux, il y a des règles du jeu, il y a un boss. Et donc, en fait, c'est pas nos règles du jeu à nous. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une schtroumpfette, à la limite peut-être deux, mais il va falloir se tirer dans les pattes parce qu'il n'y aura pas plus de place, parce que chacun se garde la sienne. Et donc, en fait, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est effectivement de réinventer les règles et de jouer à un jeu dans lequel nous réinventons les règles et nous créons notre propre jeu. Donc, je pense que la sororité a vraiment à gagner quand d'un coup, on décide avec qui on veut bosser et comment on veut bosser, et qu'on s'extrait d'un modèle parfois trop patriarcal ou complètement misogyne aussi. Il n'y a pas une journée que je passe sans écrire à une femme pour lui dire à quel point j'adore son travail. Tous les jours. C'est presque un jour une déclaration d'amour, parce que, en fait, ça m'arrive toute la journée de tomber soit sur un livre, soit sur un podcast, soit sur une interview de quelqu'un que je trouve brillant. Et je sais que grâce aux réseaux sociaux, je suis à un clic de pouvoir le dire. Et donc maintenant, je me prive pas pour le dire, et au contraire, le plus appelle le plus, et cette espèce de sororité et d'entraide, d'un coup, on fait des rencontres qu'on n'aurait pas faites, les portes s'ouvrent plus facilement, et ma vie a vraiment changé quand j'ai mis l'amitié féminine au cœur de ma valeur et de à quel point je peux être fière de moi, et ça a augmenté mon estime de moi. Quand le seul reflet qu'on attend que les autres nous renvoient, c'est potentiellement le mari ou les enfants ou nos propres parents ou la belle famille, ils nous connaissent d'une certaine manière, mais chacun a plutôt envie que les choses continuent et restent à leur place. Nos amies, elles sont les premières à être enthousiasmées pour nos projets un peu fous. Alors après, parfois, certaines ont des amies un peu casse-pieds qui parlent que des peurs. Moi, ça, c'est pas mes amis, du coup. Moi, les gens qui ne voient que les peurs et les freins, c'est pas... Voilà, moi, je vais vers les gens
plutôt qui voit le verre à moitié plein toujours, voire qu'on peut remplir à l'infini. Et c'est cette belle énergie-là, s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui d'un coup fait avancer la société. Et justement, je voulais vous poser la question, puisqu'on parle de sororité. Dans votre parcours, à vous, des femmes ont-elles joué un rôle clé? Je parlerai de cette fameuse directrice générale qui m'a tendu la main en Italie. On était dans le même bâtiment, elle s'appelle Stéphanie Lebéchec. Et en plus, ce qui était fou, c'est qu'elle avait écrit un petit livre, elle aussi. Je lui racontais que j'avais écrit. Enfin, on avait 1 milliard de points communs. Je pense que même notre profil MBTI devait pas être loin d'être le même. Enfin, il y avait vraiment, c'est une personne hyper talentueuse, sensible, excellente cuisinière. Elle marche des kilomètres. Enfin bref, très inspirante pour sa personnalité, et puis très gentille, puis hyper rapide. Elle comprend tout et en même temps, c'est elle la patronne, donc faut laisser les autres faire leurs propres conclusions et il faut qu'elle prenne sur elle à pas donner les solutions. Et enfin bref, elle m'a été vraiment donc celle qui m'a tendu la main en Italie, celle qui m'a dit donc le poste est dispo, passe les entretiens, j'interviendrai pas. J'ai réussi les entretiens et après elle a pu m'aiguiller un peu comme une mentor. Et vraiment, là, je sais que l'autre jour, elle m'a réécrit. De nouveau, elle était repartie à Milan après sur Paris. Et elle m'a dit, bon, on va prendre un café ou autre. Et je trouve ça fou d'avoir 1000 vies dans une vie. Et elle, c'est ce qu'elle fait aussi. Donc oui, je pense que j'ai eu cette main tendue très clairement. Et aujourd'hui, avec les écrivaines, je la cherche aussi dans les deux sens. Typiquement, là, j'avais écrit à Annie Ernaux il y a quelques années pour lui dire merci, que c'était grâce à elle et son livre, notamment La femme gelée, que je m'étais autorisée à raconter mon histoire dans l'envol, mon histoire de transclasse. Elle m'avait répondu. Et là, pour la Maison des écrivaines, je lui ai envoyé un message et elle m'a répondu en me disant quel beau projet. Et je trouve ça très important de sentir qu'on fait partie d'une lignée de femmes qui se tendent la main, qui se font presque la courte échelle. En fait, il y a une phrase que j'adore, c'est en fait, tu es à ta place quand t'as plus peur qu'on te la pique. Et en fait, moi, vraiment, aujourd'hui, j'écris des livres, mais il y a de la place pour tellement d'autres femmes géniales qui raconteront d'autres histoires que moi, je serais incapable de raconter. Et ces histoires-là, elles vont me nourrir, moi, en tant qu'être humain, et certainement en tant qu'écrivaine, pour aussi donner le meilleur de moi-même. Donc oui, il y a un vrai beau cercle vertueux. Puis il faut aussi donner pour recevoir, comme vous dites, Oui. Ça nourrit aussi votre propre réflexion. Et du coup, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, dans le monde du travail, ces mains tendues dont vous parlez, pourquoi c'est fondamental aujourd'hui en 2026? En fait, je pense que les règles sont pas faites pour nous. Et si on n'en a pas conscience, d'un coup, il faut attendre qu'il y ait des quotas officiels pour dire 50% et on n'y est toujours pas. Donc, c'est sûr qu'on a plus à gagner. Moi, j'ai fait un super... là, je remercie Laura Le Sueur, qui a un podcast qui s'appelle Legend Lady et qui parle aussi de ces femmes entrepreneurs qui ont un parcours vraiment extraordinaire. Et elle m'avait invitée à une soirée sororité dans laquelle j'ai pu rencontrer notamment la DG de Mastercard. Et elle racontait qu'en réunion, elles étaient en équipe, elles se mettaient avant 2-3 femmes, et elles se disaient, OK, quand il y en a un qui nous coupe la parole, l'autre dit, je reviens sur le point de un tel qui était particulièrement intéressant. C'est Barbara, c'est ça? Oui, Barbara, exactement. Et en fait, j'adorais l'idée qu'entre elles, la DG et d'autres qui sont pas du tout au niveau de la DG, se mettent d'accord parce qu'elles savent par défaut qu'elles vont se faire couper la parole, qu'elles ont pas une voix qui porte assez. Et ça, je m'en étais rendu compte aussi en réunion, quand t'as que des mecs, il suffit qu'ils parlent un peu plus fort, et moi, j'ai ma petite voix de 12 ans, là, qui pèse pas, et de savoir que eux, ils ont pas prévu, mais par défaut, il y a quand même un maillage parfois qui se fait naturellement, mais de se préparer en avance en disant, ce sera 2 fois plus dur, mais il faut qu'on soit prête et qu'on se soutienne. Je trouve ça indispensable. Et quand ça vient aussi du haut et qu'elle laisse rien passer, elle a raconté un nombre de choses passionnantes. Je l'ai trouvée vraiment inspirante. Ça instaure un autre type de climat. Oui. Pour terminer, Aurélie Vallogne, je vous pose quelques questions courtes et rapides. Vous me répondez par un mot et un seul. C'est parti. Si vous deviez résumer votre talent en un seul terme, lequel ce serait? Sensibilité. Si vous aviez un super pouvoir au travail, ce serait quoi? La vision. Si vous ne deviez citer qu'une qualité professionnelle, laquelle choisiriez-vous? Le travail. Si vous ne deviez retenir qu'une écrivaine inspirante, qui ce serait? Annie Ernaux. Si vous ne deviez retenir qu'un conseil reçu au cours de votre carrière, lequel ce serait? Jean-Claude Duss, celui fonce, ose. Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Si vous deviez recommander un livre et un seul, lequel ce serait? Mon Dieu. Allez, je m'adresse à toutes les écrivaines et écrivains. On va dire Rilke, Lettre à un jeune poète. Mais j'aimerais bien que ça soit la même chose version femme. Donc je suis sûre je sais qu'il y a Lettre à une jeune poétesse, mais c'est pas exactement le même texte. Donc on va dire Rilke. Si vous ne deviez partager qu'un seul de vos rituels pour se mettre efficacement dans une bulle créatrice, lequel ce serait? Se couper de tout, de la famille, de pas être chez soi, pas être avec ses proches,
et se prendre une plage, je sais pas, de 10 jours minimum, et on ne fait que ça. Et on se met une deadline où on est obligé de la tenir. Du genre, moi, c'était la rentrée de mes enfants, je voulais être là. Donc, vraiment s'extraire. Enfin, si vous étiez ministre de la Culture, que feriez-vous en premier ? J'ai envie de dire, il y a un rapport avec les quotas. Enfin, je crois qu'il faut mettre 50% de femmes à des postes de dirigeantes. Et aujourd'hui, même des théâtres, on n'a pas beaucoup de patronnes de théâtre, on n'a pas beaucoup de femmes créatrices. Et là, quand je voyais encore, j'entendais que des réalisatrices et des metteuses en scène gagnaient 40% de moins que leurs homologues masculins. Ouais. Et qu'une personne en charge au ministère disait oui, c'est vrai, on essaye de le combattre. Et je fais, mais comment c'est possible dans notre pays que le salaire ne soit pas égal pour des jobs similaires? Et dit oui, mais il y en a qui demandent, oui, nous, on va tous demander aussi, mais à la fin, c'est pas les femmes qui ont les plus gros cachets. Donc oui, je dirais en fait quota, voire égalité, vraie égalité salariale homme-femme. Et pour finir, auriez-vous un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace dans la vie, se lancer avec confiance? Moi, je dirais qu'il faut aller vers sa peur. Les peurs, elles sont là pour une très bonne raison. Moi, quand j'avais 17 ans et que j'hésitais entre toutes mes options de métiers les plus artistiques les uns que les autres, j'y suis pas allée parce que j'avais trop peur de pas avoir de talent. Mais ça indiquait déjà que c'était ça que je voulais faire plus que tout. C'était là où j'avais une flamme et un attrait. Et ben non, j'ai fait comme tout le monde, une espèce de voie du milieu, une prépa économique, puis vraiment horrible, microéconomie, macro, c'est pas pour moi. Pire choix de ma vie, mais c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome. Et ensuite, voilà, marketing, où je pensais que j'allais créer des trucs, et pas du tout, c'était que des analyses de parts de marché. Et en fait, il faut savoir que rien n'est là par hasard. Si on a un truc qui nous attire, c'est qu'on est fait pour ça. Et souvent, on se dit, oui, mais tout le monde voudrait être acteur, tout le monde voudrait être chanteur, tout le monde... Pas sûr, en fait. On a tous des rêves uniques et très intimes qu'on n'ose même pas dévoiler aux autres. Est-ce que t'as au fond de toi qui te brûle et que ton plus grand désir, qui s'approche très peur de la peur, si jamais t'es chouette et que tu te rendais compte que t'étais nul, il faut le tenter parce qu'en fait, toi, tu pourras y passer des heures, des jours et tu t'arrêteras pas au premier échec parce que c'est ta vie et que ton bonheur en dépend. Et les autres, ils auront d'autres choses et on leur laissera aussi. Donc, vraiment, c'est trop triste de passer à côté de sa vie sans oser, sans y aller. Et souvent, voilà, la peur est le meilleur des indicateurs. Et se rappeler toujours qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur. Et là, d'un seul coup, devant nous, dans notre journée, il y a 1 milliard de trucs qu'on ferait. Donc, c'est souvent, on se rend compte de ce à quoi on tient vraiment. Merci beaucoup, Aurélie Vallogne, et merci pour votre sincérité. C'est moi, merci Léa pour ces très belles questions. Et alors, je suis pas prête pour être ministre. Faut que je bosse. Ok, c'est noté. Vous restez écrivaine pour le moment. Un petit peu, pour mes 50 ans peut-être. Votre 3e reconversion, ça peut le faire aussi. Exactement. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver dès à présent le livre d'Aurélie Vallogne, L'émerveillement, aux éditions JT Lattès. Quant à ce 7e épisode de la saison 4 de Femmes de Défi, si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à liker, commenter, partager. Vous pouvez également découvrir les autres podcasts produits par Courrier Cadre sur notre site et nos réseaux sociaux. À très vite.